Donc, ce soir, on va parler des web workers et de TypeScript, pas seulement des web workers, seulement de TypeScript, parce que je peux parler de TypeScript. Oui, je sais, je troll, je vais parler. Donc, moi, c'est Loïc. Je travaille à SourceGraph. On fait de la recherche de code, de la code intelligence, on montre plein d'informations contextuelles sur votre code, sur l'appli SourceGraph, sur GitHub, sur votre code post de préférence. Comme j'expliquais tout à l'heure, on sera bientôt intégré par défaut GitLab. On verra un peu comment ça marche un peu plus tard, parce que de toute façon, je l'utiliserai comme exemple. Vous pouvez me trouver sur GitLab, sur GitHub, @Elisha. En l'occurrence, je n'ai pas grand-chose en mon propre nom sur GitHub, mais tout ce que je fais est open source pour le boulot. Donc il se passe quand même pas mal de choses. Je sais que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui me disait que son seul réseau social c'était GitHub, et que quand il est aux toilettes, il refresh l'activité de GitHub et qu'il suit tous les gens qui rencontrent sur GitHub. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, je vais être pour la presse. C'est tout ça. Alors, un peu de contexte. Je pense que ça va être assez long ce soir. On va voir pas mal de code. On va jouer avec pas mal de code dans VS Code. On regardera un peu de l'exemple dans le navigateur. N'hésitez pas à m'arrêter en cours de route si je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Mes slides sont en anglais parce que je suis flemmard. Évidemment, je les explique en français. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas dans les slides, m'arrêtez. Juste pour me donner une petite idée, qui voit ce que c'est un web worker? Cool, pas mal. Qui voit ce que c'est TypeScript? On est pas mal. Le reste, renseignez-vous s'il vous plaît. Il n'y a pas de fond. Alors, pourquoi les web workers et qu'est-ce que c'est les web workers? Donc, JavaScript, c'est un langage single-threaded. Il ne faut pas laisser les gens qui prétendent que parce qu'on a des constructions asynchrones, c'est faux, on convaincre. C'est un langage single-threaded, ce qui veut dire qu'il y a une seule ligne de JavaScript dans un programme qui peut s'exécuter à un moment donné, jamais deux. Ce qui veut dire que par exemple, quand vous codez une page web, tout le code JavaScript que vous exécutez, dans le contexte de cette page web, bloque le reste des interactions sur la page. Et le seul moyen de sortir ces interactions du thread principal, du thread sur lequel le rendering est fait, c'est de les mettre dans un web worker, ou ailleurs. Ce qui nous permet d'éviter de bloquer le render, de bloquer les interactions de l'utilisateur. Et donc, quand on crée un web worker, on utilise l'objet global worker, web, et on lui donne un fichier JavaScript ou TypeScript en l'occurrence, à manger, et ça nous fait un web worker. J'ai un petit exemple à la con. On va revenir sur cet exemple plusieurs fois ce soir avec plusieurs implémentations différentes. C'est une application qui ne sert à rien, qui est là juste pour nous montrer à quoi sert différent. Donc on a ici une calculatrice débile qui calcule Fibonacci ou factoriel de ce que je mets dans le champ texte et qui l'affiche ensuite ici. Donc, en apparence, ça marche très bien, sauf que si je me demande de faire une opération qui est dont la limite est le CPU, par exemple Fibonacci d'un très grand nombre, et bien, pendant qu'il calcule tout ça, je vais bloquer ma UI et je ne peux plus rien faire. Jusqu'à ce qu'il ait fini de calculer, ils me disent que le Fibonacci de limite c'est infinité, parce que on a assez grand JS pour afficher ça. Mais c'est un autre sujet. Et c'est embêtant, si vous faites des applis web et que vous arrivez à ce genre de scénario et que certaines choses que vous faites, des opérations dont la limite est le CPU, bloquent votre application, ralentissent le rendering de l'application, bloquent les interactions utilisateurs, les utilisateurs ne sont pas contents, les clients ne sont pas contents, vous demandez ce que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez déjà commencer par vérifier que vous n'avez pas d'algorithme abominablement efficace. Et une fois que vous avez déterminé que votre implémentation est la bonne, mais qui coûte quand même super cher, vous pouvez la mettre dans un worker. Et donc, voilà, la petite implémentation qu'on a. On verra comment ça marche en une seconde, mais d'ici là, j'aimerais aussi parler du fait qu'au-delà des web workers, c'est très courant aujourd'hui pour les applications JS d'être composé de composants qui s'exécutent dans différents contextes, comme
une application dans une page web et ses différents workers, qui sont en réalité différents contextes, un peu comme différentes applications qui sont toutes réunies en une. Donc si vous faites des extensions de navigateur, qui a déjà fait une extension de navigateur? Ouais. On verra un peu comment ça marche et pourquoi ça a une importance. Si vous faites une extension de navigateur, c'est comme si vous assembliez plusieurs pages web pour construire une application, et donc il faut bien les communiquer entre elles. Si vous voulez partager des computations, des calculs, pardonnez les anglicismes, coûteux entre différentes tables, vous pouvez utiliser un shared worker, c'est-à-dire plusieurs tables d'une même application peuvent parler à un shared worker. Par exemple, je ne sais pas, déchiffrer des données qu'on veut déchiffrer côté client, qui sont assez coûteuses à déchiffrer, et qui vont ensuite être broadcastées à toutes les tables. On peut avoir de la communication peer-to-peer entre différentes tables de navigateurs avec WebRTC, ce qui est une super façon d'implémenter des chats, par exemple. Et puis on a des choses dans le monde de Node, comme les worker threads, qui sont une implémentation assez légère d'un modèle de trading basé sur l'API des web workers en Node, qui vous permettra, qui permet de faire un peu le même genre de choses qu'on fait avec les web workers côté web dans le monde. Et dernier petit contexte, pourquoi est-ce que je parle de tout ça seulement en TypeScript? C'est le petit pitch de vente, parce que j'aime tellement TypeScript que je pense que je sais TypeScript. TypeScript, ça me permet d'écrire des codes beaucoup plus sûrs, qui est plus facile à comprendre, qui vous permet de trouver les bugs au moment de la compilation, pas au runtime, qui vous permet de refactorer du code de façon sûre et avec beaucoup d'aide du langage pour refactorer du code. Mais pour avoir toute la valeur de TypeScript, il faut être le plus strict possible, il faut lui donner les types les moins vagues possibles, parce que sinon on n'a pas grand-chose. Et donc comment est-ce qu'on fait en sorte que notre code reste sûr, reste type-safe, quand on passe d'un contexte à l'autre, on passe d'une application à un web worker. Donc, ce soir, on va parler du cas de base de la communication entre une page web et un worker en TypeScript, et pourquoi c'est pas terrible. Et ensuite, on parlera de deux exemples plus complexes sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler dans des vrais projets qui sont vraiment shippés et qui existent vraiment, et des solutions qu'on a utilisées pour s'abstraire un peu de cette complexité de worker et garder de la type safety par le biais de deux librairies différentes. Donc ça vous donnera un peu une idée des horizons qui existent si on veut travailler avec des workers ou faire discuter des contextes en JavaScript en général, et qu'on veut faire ça de façon type safe et qu'on ne veut pas s'arracher les cheveux. Parce que d'autres gens se sont arrachés les cheveux pour vous. Alors, si on parle du cas de base, on va regarder les codes. Ça va être cool. Donc, ça c'était l'implémentation de mon application débile qui est juste à côté. Donc j'ai une calculatrice qui en fait utilise deux modules NPM pour faire des Fibonacci et des factoriels. C'est vraiment flemmard. Tu peux zoomer, j'ai pas mis mes lunettes. Pardon. Tu peux zoomer, j'ai pas mis mes lunettes. J'avais déjà zoomé pas mal, mais vraiment je ne zoome jamais assez. C'est le classique des conférences. Je ne zoome jamais assez. C'est mieux. Donc, par contre on ne voit plus. Donc c'est vraiment un truc de merde. J'ai deux event listeners sur mes deux boutons, et quand je clique sur un bouton, et ben, j'appelle la bonne fonction de la calculatrice, je lui dis affiche-moi le résultat dans une div. Voilà. Et donc du coup, comme on l'a vu, ça marche pas super mal, enfin, ça marche pas super bien. Si ça marchait pas super mal, je ne sais pas encore faire tout. Puisque quand je fais Fibonacci de 10 000, je casse tout. Tout ça juste pour avoir un Infinity. Si on rajoute des web workers, qu'est-ce qu'on a? Je vais ouvrir deux fichiers. À gauche, on aura toujours l'application de base, donc c'est le JavaScript qui s'exécute dans la page. Et à droite, on aura le worker. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans mon application de base, je crée un worker.
à partir du fichier qui est à côté. Et pour le reste, quand je reçois un événement sur un de mes boutons, ce que je fais, c'est que je poste un message au worker. Et le jour où je reçois un message dans le worker, je l'affiche dans la page. Tout le monde suit à peu près? Cool. Cool. L'implémentation du worker à côté est également mystique, ou pas. On ajoute un event listener sur les messages qu'on reçoit de la page, et puis après on les dispatche, en gros, sur les bonnes fonctions de la calculatrice à la compte qu'on a créée. On a quelques problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est que, comme on aime TypeScript, parce que c'est la vie, on aimerait bien avoir des bons types. Or, la valeur, la propriété data d'un message event qu'on reçoit sur un worker, qu'on envoie sur un worker, elle est typée any par défaut parce que ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc même si on a des structures et qu'on dit moi je sais bien qu'il y a un type et un résultat là-dedans, on ne sait pas ce que sont les types et les résultats. C'est any, il n'y a aucun type checking. Si je casse mon application et que je dis que c'est result, dans l'occurrence je vais avoir un petit souci, mais si, mettons que je fasse result. Comment est-ce que je pourrais casser ça d'ailleurs? Je pourrais envoyer une string et essayer d'appeler une méthode qui n'existe pas sur une string, et mon compilateur ne me dirait rien du tout. Mon type n'est pas type checké. Mon résultat n'est pas type checké. Je pourrais passer des strings ici au lieu de les parser en int, et mon compilateur me dirait pas de souci gros, ça marche. On va essayer d'ailleurs. Et là, tac, dans mon application géniale, pourquoi ça marche? Ah, parce que c'est JavaScript. Les strings et les noms, c'est la même chose. Hop, trou. Ça marche moins bien. Mais j'ai pas d'erreur, j'ai rien. Et pourtant, mon compilateur n'a rien dit. En plus de ça, il y a quand même quelque chose qui n'est pas terrible quand on fait ça, et c'est la façon dont on développe en général les programmes quand on utilise des web workers. On a tous ces statement switch comme ça qui énumèrent en gros la liste des messages qu'on passe sur le worker. On peut faire ça de différentes façons. On peut avoir un objet qui représente tous les handlers, toutes les fonctions qu'on essaie d'appeler dans le worker. On peut faire ça avec un switch comme ça. Et le résultat est toujours un peu le même. On a de la boilerplate des deux côtés. On a de la boilerplate du côté de l'application. On a de la boilerplate du côté du worker. Et à chaque fois qu'on veut rajouter une fonction, on peut rajouter une fonction à la compte qui dit quand j'envoie un message à mon worker, je veux juste qu'il me le renvoie mais multiplié par 2. Et ben je devrais rajouter un case ici, je devrais rajouter un case de l'autre côté, et c'est lourd. On peut éventuellement rajouter des types pour typer des messages, mais on devra quand même les écrire deux fois, du côté worker et de l'autre côté. On devra les rajouter dans deux switch statements. Et en plus de ça, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est qu'on est backed par ce qu'on a derrière, c'est event listener, ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire en gros, c'est broadcaster des messages au worker. Mais le worker ne renvoie pas de réponse à ces messages, c'est juste du broadcast basé sur event listener. Donc ici, j'ai un truc un peu dégueulasse qui, quand je reçois un résultat un jour, eh bien, je l'affiche. Et si je voulais savoir que c'est le résultat qui correspond à une requête précise, l'API par défaut des web workers ne permet pas de le faire. Je suis obligé de le faire à la main, c'est un peu chiant. Donc, est-ce que on est à peu près bien jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont... Bon, si je vois pas de main qui se lève, je suppose que tout le monde comprend tout. Génie. Donc, c'est pas terrible. On est d'accord que c'est pas terrible? Cool. C'est très facile de perdre de la type safety aux frontières entre les contextes, aux frontières entre la page et le worker. Dès qu'on a perdu de la type safety et qu'on récupère un any, ça se répand comme la peste en TypeScript. Si vous avez un any quelque part et que vous le combinez avec une autre opération en faisant une addition ou quelque chose, et bien le résultat de cette opération est inféré comme étant any aussi, il n'est pas plus inféré comme étant un nombre.
et votre émise répond petit à petit. Et tout à coup, vous vous réveillez, vous êtes en train de faire du JavaScript. Bref, on duplique la boilerplate côté worker, côté mainframe, à chaque fois qu'on ajoute un message. PostMessage ne vous permet pas de recevoir une promise ou de passer un callback. Donc, si vous voulez être sûr que vous recevez une réponse qui correspond à un message donné, c'est chiant. Et en plus de ça, l'implémentation est couplée au transport, c'est-à-dire que l'implémentation est fortement couplée au fait qu'on parle à un web worker, on ne parle pas à quelque chose d'autre. On utilise PostMessage, on fait des add event listener de message, on fait ça à la main. Et si on voulait remplacer le web worker par autre chose, si on voulait simplement tester l'application dans le contexte JavaScript, ou si on voulait utiliser la background page d'une extension Chrome, ou si on voulait utiliser un truc sur un serveur Node, à quel on parle WebSocket par exemple, comme notre implémentation est fortement couplée à notre transport, c'est-à-dire à l'implémentation qu'on utilise pour transporter notre message, ça marche pas génial. Donc idéalement, ce qu'on veut, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, développeur pressé, vous n'avez pas à vous préoccuper des détails de bas niveau. C'est facile de porter votre code vers un autre contexte d'exécution. Par exemple, vous ne voulez plus utiliser un web worker, vous voulez utiliser un serveur Node auquel vous parlez de WebSocket. Il y a moins de boilerplate. Et c'est type-safe. Parce que c'est là. Donc, meilleure solution, numéro 1. Étude de cas. Avant de travailler chez SourceGraph, je travaillais chez Dashlane. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Dashlane? Quelques personnes. Cool. Pour les autres, on va montrer ce que c'est vite fait. Donc Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc là, en l'occurrence, je l'utilise comme extension de navigateur. Je l'ai dans mon Chrome, je peux voir tous mes mots de passe. Là, vous voyez pas les valeurs, donc c'est bon, ça peut être filmé, c'est pas grave. Et quand je suis sur une page, Dashlane me propose de remplir mes informations. Il me dit, est-ce que tu veux te connecter à Boursorama? Et il remplit mon mot de passe. Un peu comme One Password, un peu comme des trucs comme ça. Donc, dans l'application Dashlane, quand on l'utilise comme une extension de navigateur, on repose sur plusieurs composants qui vont tous faire des opérations assez coûteuses en CPU. On retourne sur un exemple dans lequel c'est utile d'utiliser le web worker. Et dans le cas, on avait plusieurs autres contraintes. C'était des composants qui étaient développés indépendamment par différentes équipes et qu'on faisait tourner dans des configurations qui étaient pas forcément simplement un front-end et puis un web worker dans le même contexte que le front-end. Donc, dans les composants, on avait tout ce qui gérait la donnée utilisateur. Donc, c'était un petit composant qui, en gros, gérait une session utilisateur de Dashlane, déchiffrait de la donnée AES-256 côté client, potentiellement des gros volumes de données, et la transmettait, la broadcastait à la UI de l'application et au moteur d'analyse de formulaire et de remplissage de formulaire pour qu'il puisse mettre ses valeurs dans le pack. Le moteur de remplissage de formulaire lui-même qui analyse toutes les pages web sur lesquelles vous naviguez pour vous proposer de l'autocomplétion de mots de passe ou d'autres données dans les pages. Encore une fois, qui fait des opérations très coûteuses en CPU. Et par exemple, le front-end React. Donc comment est-ce qu'on a rangé ces trucs-là? Dans le cas de base, si vous visitez l'API Dashlane dans votre navigateur, vous avez le front-end React qui parle au module de user data dans un web worker. Mais si vous êtes dans le contexte d'une extension de navigateur, on disait tout à l'heure qu'une extension de navigateur, c'est comme plusieurs pages qui parlent ensemble. Donc on a assemblé tout ça pour faire une extension de navigateur. On avait la UI de l'appli dans son tab, comme je vous montrais là tout à l'heure, le script injecté sur les sites que vous visitiez, donc c'est ce qui vous donne les fonctions voilà. Et ensuite, dans la background page de l'extension, donc c'est une page web qui est exécutée par Chrome sans UI, dans laquelle tournent en gros tous les scripts qui sont long-lived, dont le lifetime correspond au lifetime de votre session de navigateur, enfin de Chrome. On avait chacune dans un web worker le module de user data et le module d'analyse des pages web, et tous ces bonhommes devaient
bavarder ensemble tout le temps. Ce qui fait beaucoup de modules qui parlent à travers beaucoup de contextes différents, puisque pour parler des background pages de navigateur aux tables de navigateur, il faut utiliser une API. Pour parler d'un web worker à une page HTML comme la background page, il faut utiliser une autre API. On parle de plusieurs. Le module de user data, il multicast des données vers le front-end, vers l'analyse des mots de passe, etc. C'est un peu lourd. Et en plus de ça, on faisait encore plus. On utilisait parfois nos modules dans Node, importés comme des dépendances directes. On les utilisait comme dans des formats de thread tool, où en gros on utilisait Lightning Worker pour par exemple faire de l'analyse de page web sur 8 cœurs en même temps, sur le premier worker qui avait fini l'analyse précédente, quand on analysait plein de pages côté serveur. Et on l'utilisait embeddé dans les applications JavaScript, par exemple le framework JavaScripter en iOS, sur iOS. Donc quand on utilise l'appli iOS de Dashlane, ce qui fournit l'analyse des mots de passe dans Safari sur iOS, c'est en fait un bout de JavaScript dans du code natif Swift qui parle à un autre bout de JavaScript dans Safari. Et ce qu'on voulait, c'était que tous ces composants-là, qui devaient se parler, on puisse décrire le contrat entre ces composants-là de façon type-safe, que les gens qui programmaient sur les composants individuels ne réfléchissent pas à l'environnement d'exécution de leurs composants, et que les composants, de façon isolée, soient facilement testables dans Node, sans avoir à, par exemple, démarrer un navigateur dans lequel on faisait tourner la page web avec le worker dedans pour pouvoir tester le composant. Et vous voulez pouvoir tester le composant comme un module. Même s'il est testé full et que vous voulez aussi vérifier de l'IO asynchrone sur le composant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai écrit une petite librairie quand j'étais chez Dashlane, qui a été open sourcée après mon départ. Donc, ils l'ont open sourcée sans l'historique Git. Je vous dis que je l'ai écrit, mais Git ment sur le GitHub public, et je vous promets, c'est moi qui. Qu'est-ce que c'était? C'était du RPC. À qui ça ne parle pas, RPC? RPC, ça veut dire Remote Procedure Call. En gros, c'est le label de fonction sur un serveur d'application distant. Donc, tu appelles une fonction dans ta page web, et en fait, la fonction, elle est exécutée ailleurs, sur un serveur, dans un web worker, un truc comme ça, et son résultat est renvoyé. Donc, comment ça marchait? La librairie dictait la façon dont les contrats étaient définis. Donc, on définissait en fait des contrats entre applications comme les event declarations, qui étaient des déclarations d'objets comme ça, où on disait j'ai une fonction qui est Fibonacci, elle prend un nombre et elle retourne un nombre. J'en ai une qui est factorielle, elle prend un nombre et elle retourne un nombre. Et on définissait tout le contrat entre applications comme ça, comme un ensemble de fonctions qui pouvaient être appelées à distance. La librairie ne faisait pas de supposition sur le moyen qu'on allait utiliser pour transporter l'information, ça pouvait être des web workers, Chrome, des API Chrome pour communiquer entre les différents modules d'une extension, des API pour communiquer avec un process node, des WebSockets, on a un peu tout fait. Sauf que la librairie ne contient pas ces transports, c'est à vous de les implémenter. Elle supportait le multicast par défaut, c'est-à-dire que si par exemple j'avais un module qui voulait broadcaster des événements à un autre module qui vivait dans un worker, un autre qui vivait sur le serveur, un autre qui était dans la même page, ça marchait par défaut. Et encore une fois, c'était facilement extensible pour que les utilisateurs puissent implémenter eux-mêmes leur transport. Donc, je parlais beaucoup. On va reprendre l'exemple qu'on regardait tout à l'heure et on va regarder comment ça marcherait avec cette librairie-là à la place de tout le code qu'on a là. Vous voyez tout le code qu'on a là. Please clean repository working thing before checkout. Oui. Je prends bien. Il y a tellement moins de code. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Côté worker, on crée notre calculatrice.
Mais pour communiquer avec la page, tout ce qu'on fait, c'est créer un event bus en disant tu vas communiquer sur un channel de web worker qui est moi-même, parce que je suis un web worker. Et ensuite, quand tu reçois des événements de la page, tu réponds avec le résultat des différentes opérations. Côté page, on fait la même chose, on dit bon worker, c'est juste quelques événements avec lesquels tu vas communiquer en utilisant le web worker qui est worker.ts. Et quand on clique les boutons, et ben, on va faire await worker de Fibonacci de n, et ça va nous montrer notre résultat. Sure enough, ça marche. Et comment est-ce qu'on a défini notre API? On l'a défini comme un contrat qui dit j'ai deux fonctions, on a Fibonacci, on a factoriel. Quand on appelle factoriel avec un nom, on peut renvoyer un nom. Et là où. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est beaucoup plus compact qu'avant en termes de code. Ensuite, si dans ma page, je vais utiliser autre chose comme un. C'est totalement hypothétique et j'en ai pas l'implémentation ici, mais un WebSocket channel qui parle sur le port 8000 par exemple, et ben, on ferait faire nos opérations par un serveur node auquel on discute via WebSocket, par exemple. Et en plus de ça, on est type safe des deux côtés, côté worker et côté application. On peut voir que par exemple, si je dis que Fibonacci prend plus un nombre comme premier argument, mais une string, j'ai cassé la compilation côté worker, j'ai cassé la compilation côté application. Si je supprime un message, j'ai vraiment cassé la compilation côté worker et côté application. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que les modules évoluent, TypeScript nous aide en quelque sorte à adapter notre application et à éviter qu'on oublie de faire une chose, un endroit ou un autre. Et donc c'était cette petite librairie-là avec différentes implémentations qu'on utilisait pour faire communiquer tout le hasard, voilà là. Donc il y avait il y a une instance d'event bus pour communiquer avec le front-end et la user data, une instance d'event bus qui broadcast un événement au front-end, à l'analyse des pages, au script injecté partout, en communiquant via les API Chrome, via les web workers. Et le jour où vous voulez changer ce que vous utilisez pour transporter la donnée, vous avez juste à implémenter un channel. Et un channel, c'est facile à implémenter. J'ai implémenté le channel worker de Rennes pour vous montrer. C'est juste une petite classe à étendre, 2-3 méthodes privées à appeler, et boum, la poule, c'est parti. C'était quand même une belle amélioration. Qu'est-ce que je vais donc raconter là-dessus? Oui, voilà. Donc, là, je l'ai montré avec l'exemple d'un web worker, mais il y a des exemples sur le repo pour, par exemple, si on veut utiliser les WebSockets. Et j'avais fait un exemple pour rigoler il y a un moment, qui était justement un genre d'implémentation de thread pool par défaut, un cluster channel en Node qui permet en gros de faire d'exécuter des fonctions sur n cœurs où la fonction est exécutée sur le prochain cœur qui est libre. Et, tout ce qu'on a à faire, c'est en gros toutes les lignes de JavaScript qui sont ici, c'est-à-dire pas grand-chose, et on a un worker tool, un Node. Vraiment pas trop de lignes. Donc, c'était plutôt cool, mais il s'avère que j'ai fait à peu près la même chose une deuxième fois dans mon boulot en cours, et qu'on l'a fait vraiment différemment. Et j'aimerais présenter un peu les deux solutions parce qu'elles sont suffisamment différentes pour que c'est pas mal d'intérêt. Maintenant, je bosse chez SourceGraph. Chez SourceGraph, on fait de la recherche de code et de la code intelligence. Donc, l'appli SourceGraph qui ressemble à ça, vous permet de chercher des choses dans notre code, mais aussi de visionner du code et d'avoir pas mal d'informations contextuelles sur notre code, notamment des informations de type fournies par le compilateur TypeScript, des informations de coverage de code, qu'on peut voir ici, que je peux enlever, remettre, qui vous disent
qui vous donne par exemple le coverage de test de votre code, des informations que votre code aurait pu produire, un lien vers votre exception tracker de votre code. Et toutes ces petites choses-là, toutes les informations contextuelles qu'on vous montre sur votre code, on l'implante via des extensions source graph. Et les extensions source graph, c'est quoi? C'est des petits modules JavaScript qu'on exécute dans un web worker et qui communiquent avec le reste de l'application via notre extension API. Et on les fait aussi tourner dans différentes configurations avec la web app où toutes les extensions tournent dans un worker et communiquent avec le front-end React, ce qui est le cas qu'on voit ici. Ou également une extension de navigateur, on retrouve le même mécanisme qu'on avait tout à l'heure, où j'ai une extension de navigateur source graph, et quand je suis sur GitHub, l'extension de navigateur source graph me donne des infos sur le type de mes variables, ou des infos sur les exception logs, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, mes extensions s'exécutent dans la background page de l'extension, et l'extension API communique avec le script injecté qui est dans le contexte de la page visitée en cours. Là où c'est assez différent de ce que je faisais chez Dashlane, ah oui, il y a aussi un exemple que j'ai oublié, pardon. On est potentiellement en train de les faire tourner server-side ou des extensions isolées du contexte du serveur, parce que c'est potentiellement du code third party, qui tournent dans Puppeteer, dans un web worker, dans un service, dans un microservice qui tourne sur un cluster Kubernetes, communiquent avec un front-end React ailleurs. Donc, 2, 3, 4 couches d'implémentation de transport différentes à traverser pour en arriver là. En plus de ça, le challenge, c'était qu'on travaillait avec une API complexe existante. L'API sur Graph, elle ressemble un peu à l'API de VS Code. Si vous avez déjà essayé de faire des extensions VS Code, vous pouvez. Register, machin truc. Non. Language. Register definition provider. On expose des fonctions genre ça qui prennent un provider qui est une fonction qui peut potentiellement retourner un observable. Et on veut exposer ça dans un autre thread. Donc, c'est pas simple. Je vous ai perdu? Ça va? Oui, je vous ai perdu? Non, c'est bon? Ok, continue. S'il y a des questions précises à n'importe quel moment, il faut m'arrêter. Hein. Je sais que c'est bon. Donc, on a des objets nestés. On a des objets nestés, par exemple, il faut accéder à sourcegraph.languages.register-definition-provider. Au lieu d'exposer juste une API qui est définie par une API très simple qui est juste un ensemble de fonctions. On a des higher order functions, des fonctions d'ordre supérieur qui prennent des fonctions comme argument. On a des fonctions qui renvoient des observables. On a des fonctions d'ordre supérieur qui prennent des fonctions qui renvoient des observables. Et on veut exposer tout ça à d'autres contextes d'exécution. On veut l'exposer facilement. On veut l'exposer sans boilerplate, c'est-à-dire que quand on rajoute de la fonctionnalité, on n'a pas à la dupliquer, encore une fois, dupliquer son implémentation d'un côté et de l'autre. L'implémentation qu'on voulait remplacer, c'était justement une implémentation qui dupliquait beaucoup d'un côté et de l'autre. À chaque fois qu'on voulait rajouter une petite fonction, on rajoutait plein de code côté worker, plein de code côté application, et c'était très lourd. Et encore une fois, on veut de la type safety. Bonjour, Comlink. Comlink, c'est quoi? C'est une petite librairie open source faite par les Google Chrome Labs. C'est construit avec les web workers comme client de premier choix, mais c'est possible de supporter d'autres transports si on veut. Mais en tout cas, ça marche avec les web workers par défaut. Ça marche en faisant du proxying via les ES6 proxy. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des ES6 proxy? Peut-être. Les ES6 proxy, c'est comme une couche que vous mettez au-dessus de vos objets et qui va contrôler l'accès aux propriétés de vos objets et les remplacer par autre chose et peut-être après l'accès à la propriété originale de vos objets. Donc ça vous permet de prendre un objet, de le recouvrir d'un truc et de l'exposer recouvert de ce truc au reste de votre application pour rajouter des comportements comme dans notre cas l'accès à un objet qui en fait n'est pas dans notre thread mais dans un autre thread. Ça c'est un exemple d'utilisation. On peut aussi imaginer un ES6 proxy qui par exemple log chaque accès à une propriété, qui est extrêmement plus simple.
un peu comme les décorateurs, ceux qui font du Python, mais pas pareil. Et il fallait donc qu'on supporte le fait d'exposer des constructions JS assez complexes d'un trait d'abord. On peut voir le code, c'est ça qu'on veut tous voir le code. Quatrième implémentation, qu'est-ce que j'ai maintenant? Côté worker, tout ce que je fais, c'est exposer ma fonction de création calculatrice. Et en fait, c'était bien posé. Côté worker, tout ce que je fais, c'est exposer la fonction de création calculatrice. Et côté application, tout ce que je fais, c'est dire calc, c'est une calculatrice, sauf qu'elle n'est pas ici, elle est dans un worker. Et le comic derrière fait une petite cuisine qui va remplacer tous les accès à des propriétés, tous les appels de fonctions qui étaient synchrones en accès à des propriétés qui retournent la valeur de propriété dans une promise, en appel de fonctions qui renvoient une promise de la valeur originale, etc. etc. Et donc, ma calculatrice qui était déclarée comme une calculatrice synchrone, un nombre qui renvoie un nombre, est maintenant inférée de l'autre côté comme une calculatrice asynchrone qui prend un nombre et qui renvoie une promise de nombre. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que c'est assez sympa, on a très peu de choses à faire et on peut exposer des objets très complexes. Et ça marche, peut-être. Le worker channel, machin truc. On va relancer la compilation, il a dû s'emmêler les pinceaux parce qu'il y a un fichier qui n'existe plus dans cette implémentation-ci. Donc ça marche pas mal, et on pourrait faire des choses avec Coming, comme exposer des classes, et dire je vais exposer une classe qui existe dans un worker, qui fait des opérations très coûteuses dans un worker, et en fait je vais la newer dans mon application. Et quand je new ma classe dans mon application, j'ai l'impression qu'elle existe ici, mais en fait elle existe dans le worker. Et avec Coming va en fait faire le proxying ou l'exposition d'objets sur ce qu'ils appellent l'endpoint on pass. Par défaut, c'est un worker, mais en fait, c'est tout ce qui match une certaine interface. Donc, on pourrait réimplémenter un endpoint pour utiliser des WebSockets, utiliser WebRTC, utiliser autre chose. Et donc, voilà. Quand on veut utiliser d'autres transports, on peut par exemple, nous, on a construit des wrappers autour des ports d'extension de navigateur. Donc, quand on discute entre des différents modules d'une extension de navigateur, on prend un port Chrome sur The Runtime Port, on le transforme en message port, qui est ce que comme il veut, ce qui correspond globalement juste à faire un peu de câblage entre quelque chose qui match event emitter, mais pas tout à fait, et event target, mais pas tout à fait, et à lui faire vraiment matcher event target. Et là, on est pas mal. Donc, évidemment, ça marche pas mal avec les WebSockets, ça marche pas mal avec les Chrome ports, ça pourrait marcher pas mal avec WebRTC, etc. Le créateur de Comic a un super article de blog sur l'utilisation de Comic avec WebRTC. Je vous invite à les lire dans le style. Et voilà, c'est une approche très différente qui permet d'exposer des choses potentiellement beaucoup plus complexes, sachant que, il y a un truc que je voulais dire et j'ai oublié de le mettre dans les slides, je m'en rends compte. Il est là. Quand on veut exposer des choses complexes comme des fonctions d'ordre supérieur qui renvoient des fonctions d'ordre supérieur, on est quand même obligé de faire un peu de cuisine avec les types et de lui dire qu'on prend non pas la fonction comme argument, mais un proxy result, que la fonction retourne sa valeur et proxy value, et de faire un peu d'emballage dans des proxy values, des observables, des petites choses comme ça. Donc, on n'a pas de boilerplate jusqu'à ce qu'on commence à vouloir faire des choses très compliquées. Par contre, quand on veut faire des choses très compliquées, on peut faire des choses très compliquées et très stylées. Parce que appeler une fonction d'ordre supérieur en lui passant un callback et faire en sorte que le
qui s'exécute dans le worker tape dans ce callback comme s'il était dans le worker lui-même alors qu'il est dans la thread, c'est pas mal. J'en suis déjà à ma conclusion. J'ai parlé long, 46 minutes, pas mal. Ça n'a pas besoin d'être dur de développer des applications qui tapent sur plusieurs contextes, comme des extensions de navigateur, ou des extensions qui utilisent des workers de façon extensive, ou des extensions qui utilisent beaucoup les WebSockets pour communiquer avec d'autres contextes nodes, des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en faire de la boilerplate. Ça peut être type safe, si vous voulez que ce soit type safe, et vous avez vraiment envie qu'il soit type safe. La raison pour laquelle j'ai travaillé sur ces choses-là 2 fois, c'est que je pense que c'est important pour le développeur de travailler sur ce que vous faites, votre logique métier. C'est pas important de travailler sur comment vous le faites. Est-ce que vous êtes en train de parler à un web worker? Est-ce que vous êtes en train de parler à une autre application via une WebSocket? Est-ce que vous êtes en train de parler à autre chose? C'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est la logique métier. Et quelques questions à vous poser vis-à-vis de ça quand vous considérez ces approches-là et que vous choisissez un peu quelle option prendre. Est-ce que vous avez déjà une application existante et que vous voulez exposer sur un worker? Peut-être que pour vous, c'est mieux. Est-ce que vous voulez juste du RPC ou éventuellement utiliser TS Event Bus? TS Event Bus, ce qui est sympa, c'est que ça contraint l'expression des API, ce qui est une bonne chose aussi, ça évite de développer de façon organique des API qui sont en fait incompatibles avec le transport via WebSocket ou en tout cas via un transport sérialisable de façon unique. Je me rends compte que ma stack de conclusion est très lapidaire.